Oui, on va lui poser la question d'ailleurs puisqu'il est avec nous comme tous les jours. Grégory Volokin, le président de Meshkart Financial Services. Grégory, bonjour. On va parler un petit peu de la tendance dans un instant. Mais c'est vrai quand même que ça fait parler chez nous, ça fait parler chez vous aussi, j'imagine. Où était Barack Obama hier, dimanche ? C'était vraiment la question, ça a enflammé les réseaux sociaux et même la presse américaine posait la question où était Obama. Je vous donne la réponse. Il regardait du football à la télévision, c'est la grande saison de NFL, National Football League, le football des universités. Donc il a trouvé mieux à faire que de venir à Paris. Oui, effectivement, on y reviendra parce que c'est la polémique. Il y a eu une de presse chez vous, je crois, du côté des États-Unis sur cette absence de dirigeants de haut rang américain. On est à 25 minutes de l'ouverture. Grégory, quelle est la tendance? J'imagine un petit peu lourde étant donné que le pétrole, bien sûr, continue de baisser et on sait que ça affecte Wall Street au premier plan. Absolument. Les futurs étaient bien mieux orientés il y a à peu près une demi-heure. Maintenant, on est pratiquement plat sur l'ouverture avec du pétrole. Si vous regardez le pétrole américain, le WTI à peine au-dessus de 46, le crude à 48. Évidemment, la saison des résultats va commencer cette semaine et on attend avec impatience de voir quel va être l'impact de la baisse du prix du pétrole et aussi l'impact de la hausse du dollar sur les résultats des entreprises aux US. Oui, effectivement, pétrole plus change, tout ça va être complètement intégré et va montrer ses véritables effets, bien sûr, dès la présentation de ce quatrième trimestre. Merci beaucoup, Grégory. On vous retrouve dans une grosse quarantaine de minutes pour continuer à disserter sur cette séance et cette saison des résultats, bien sûr, dont on va énormément parler jusqu'à 18h. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, on va retrouver Grégory Volokin, d'ailleurs le président de Meshkart Financial Services. Rebonjour Grégory, on a tenu quelques minutes dans le vert à l'ouverture et puis voilà, ça y est, on s'est retourné malheureusement. Oui, et c'est assez intéressant en fait, parce que vous savez que c'est cette semaine que commence la saison des résultats aux États-Unis, des résultats du dernier trimestre de l'année dernière. Et première publication, c'est pas la plus grosse compagnie, mais c'est une compagnie qui nous donne quand même des informations intéressantes. C'était Tiffany. Vous savez, Tiffany, c'est cette chaîne de magasins de luxe, bijouterie de luxe, et ces ventes n'ont pas été décevantes du tout. Ces ventes ont été plutôt excellentes en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent hausse des profits en Europe de 9%, mais une fois que ça a été rapatrié en dollars, il ne reste plus que 1%. Donc en fait, les profits fondent comme neige au soleil à cause de la force du dollar. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi? Baisse des ventes aux États-Unis en dessous de ce qu'ils attendaient. Pourquoi? Parce que les touristes qui se précipitaient dans les magasins aux États-Unis et à New York depuis des années commencent à être moins attirés par les prix maintenant à cause aussi du renchérissement du dollar. Donc Tiffany n'est peut-être pas la compagnie la plus importante, mais en ce début de saison des résultats, ça commence à montrer qu'il y a un vent contraire net pour le résultat de beaucoup de compagnies. Ça sera la force du dollar. Alors justement, oui, Grégory, effectivement, on va beaucoup parler de cette hausse du dollar à travers cette saison des résultats. J'ai l'impression que les experts sont assez partagés. Certains disent, oui, mais les grandes entreprises américaines, finalement, sont moins exposées à cette hausse du dollar parce que moins exposées au commerce extérieur que peuvent l'être, par exemple, les sociétés européennes. Est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que ça se justifie tout ça? Bon, écoutez, alors ça dépend d'abord de quelle compagnie. Il faut jamais faire un amalgame. Vous avez des compagnies telles que IBM qui dépendent pratiquement à 50% des exportations, et puis vous avez quand même beaucoup de compagnies qui ne sont pas du tout exportatrices, qui vivent grâce au marché intérieur. Ce qu'on peut dire, c'est que 15% des profits du S&P 500, donc l'indice principal, proviennent du commerce extérieur, et que c'est sur ces 15% que la différence va se faire. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'effet dollar qui va peser sur les profits des compagnies, il y a aussi l'effet de la baisse du cours des matières premières, parce que ça a impliqué non seulement évidemment pour les compagnies de production d'énergie une baisse des revenus et des profits, mais pour beaucoup d'autres compagnies qui sont par exemple dans la construction, dans les infrastructures, des pertes de contrats. Donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir une mauvaise saison des résultats, pas du tout, mais ça montre que, et le chiffre est intéressant, il y a 3 mois, on attendait pour le S&P 500 toujours une hausse des profits de 8%. Ça a aussi fondu un peu comme neige au soleil, puisque maintenant les analystes n'attendent plus qu'une hausse à peine de 2% de ses profits. Est-ce que vous pensez, Grégory, que ça peut constituer cette saison un catalyseur de marché finalement pour des marchés alors qui ne manquent pas de catalyseur mais qui manquent un petit peu de rigueur, voilà, pour le coup? Comment est-ce que vous voyez cette saison arriver?
Écoutez, alors on peut dire une chose, c'est que de toute façon aux États-Unis la croissance est là, les résultats des compagnies seront plutôt bons, d'autant plus que puisque les attentes sont revues à la baisse, elles sont positionnées pour en général battre ces attentes. C'est toujours comme ça que ça se passe, Grégory, pour le coup. Hein. C'est un grand jeu, oui, c'est un grand jeu auquel on joue ici à Wall Street. Malheureusement, il se répétera sûrement aussi ce trimestre. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont vraiment importants. Un, ça va être est-ce que la BCE va enfin commencer un programme de quantitative easing, et l'autre élément quand même primordial aux États-Unis, c'est quand est-ce que la baisse du cours de l'énergie s'arrêtera ou se ralentira, parce que ça met quand même en cause une petite partie, mais une partie importante, et de la création d'emplois et de la croissance en général. Puisque vous parlez de la Banque Centrale Européenne, c'est vrai que beaucoup l'ont dit et vous en faites partie, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que ce qui se passe aux États-Unis dépend aussi un petit peu quand même de ce qui se passe de l'Europe. On avait un petit peu tendance à l'oublier quand même, Grégory. Hein. Oui, pour les marchés américains, on sait que pour le moment, le moteur de croissance à l'international, dans le monde entier, c'est les États-Unis. Mais pour que ce moteur de croissance puisse continuer à être performant, il faut que ses partenaires se portent plus ou moins bien, disons. Et la dernière des choses que les marchés américains ou que les États-Unis souhaitent, c'est une récession en Europe. Donc c'est là que vraiment on attend, avec peut-être plus d'attention que d'habitude, une action qui stimulera-t-elle l'économie en Europe? Ça, c'est vraiment un grand point d'interrogation, mais au moins empêchera que cette économie parte en déflation. Alors, on est orienté à la baisse, on le disait pour l'instant sur ces indices américains. Aussi, peut-être la faute, on en parlait déjà vendredi dernier, Grégory, mais on peut en dire un mot rapidement, puisqu'on a un petit peu de temps, de ces chiffres de l'emploi qui sont tombés vendredi dernier. Certes, en termes de création, on a battu le consensus, mais on a regardé d'un peu plus près la question des salaires. Là, on ne parle même plus de hausse de salaire, même modérée, on parle de recul des salaires pour le coup, hein, ce qui évidemment est un point absolument central. Oui, c'est un point central. Alors, ce qu'on peut dire aux États-Unis, c'est que ce recul sur un mois de 0,2%, heureusement, a été compensé pour le consommateur, pour l'Américain, par la baisse du coût de l'énergie, parce qu'évidemment, ça se répercute directement dans ses dépenses, et on peut dire que pour le moment, ce recul des salaires n'est pas vraiment quantifiable ni ressenti. Par contre, pour la Fed, c'est extrêmement important. Comment on peut imaginer la Réserve fédérale aux États-Unis resserrer sa politique monétaire si les salaires continuent à baisser, alors qu'on sait que le vecteur d'inflation dans l'économie vient toujours de la hausse du coût du travail et de l'augmentation des salaires. Donc tant que ces salaires baissent, on peut dire carrément que la Fed va être en suspens et n'aura pas une politique de resserrement des taux. Les salaires baissent et en plus peut-être que dans l'esprit des Américains, le pétrole, donc le prix de l'essence à la pompe, ne va pas baisser indéfiniment pour le coup, hein, Grégory. Rien ne baisse indéfiniment. Ouais. Par contre, actuellement, la baisse s'accélère et aujourd'hui, par exemple, alors cette baisse a été un peu aidée, je dirais, par les commentaires de Goldman Sachs qui prévoit un pétrole à $40. Mais la question, c'est que même à $40, ça ne va pas pousser les producteurs américains à arrêter leur production. Ils ont besoin de cette production pour payer leurs dettes, ce qui veut dire qu'il va falloir attendre assez longtemps pour qu'il y ait une diminution de l'offre de pétrole. Et c'est que au moment où il y aura une diminution de l'offre, que les prix commenceront à se stabiliser. Donc il y a un scénario maintenant catastrophe où on voit beaucoup de gérants, par exemple de hedge funds, commencer à acheter des puts à $30 le baril, en espérant profiter d'une baisse du pétrole qui atteindrait même des prix entre 20 et $30. Et ouais, dans ce cercle vicieux, effectivement, qui alimente cette baisse qui n'en finit pas, puisqu'on est maintenant, je le note au passage, à moins de $47 hein, sur le baril de Brent notamment. On a quand même des deals à raconter cet après-midi, Grégory. Beaucoup de choses qui se passent du côté de la pharmacie. Hein. Offre de Shire sur NPS sur la biotech, NPS donc, et puis Roche qui dépense $1 milliard pour racheter l'américain Foundation Medicine. Qu'est-ce qui justifie cette accélération des deals dans la pharmacie, Grégory ? Alors, pour Shire, c'est une question assez particulière. Il faut savoir que Shire a touché beaucoup d'argent puisqu'il devait se faire racheter par AbbVie. AbbVie avait renoncé à les racheter. Ils ont touché pratiquement $2 milliards de cash. Là, ils les mettent à fruit en achetant un producteur de médicaments très très spécifiques. NPS a 2 médicaments. C'est des médicaments contre des maladies du système digestif assez rares. Mais c'est des médicaments dont le traitement annuel, par exemple, coûte plus de $300 000. Donc, c'est des médicaments qui peuvent rapporter beaucoup d'argent
pour une compagnie pharmaceutique et une compagnie comme Shire a de la peine à les développer en interne. Dans le cas de Roche, c'est très intéressant, c'est la recherche génomique au niveau du cancer et il faut noter qu'ils prennent une participation dans cette compagnie, ils ne la rachètent pas totalement, mais cette participation, ils la prennent 2 fois au-dessus du cours de clôture de vendredi, ce qui a rendu des investisseurs très très heureux ce matin. Oui, effectivement, ça fait bonne chose pour les investisseurs à l'ouverture ce matin. Donc cette répétition de deal dans la pharmacie. Il nous reste une grosse minute, Grégory. Alors on va quitter un petit peu la sphère économique, on va parler un petit peu de politique parce que on a vu la une de certains de quotidiens chez vous américains qui se sont fait l'écho de l'absence hier de Barack Obama à ce grand rassemblement parisien contre le racisme et contre toutes les formes d'exclusion. La question est de savoir où était Barack Obama, où était John Kerry. Alors John Kerry a dit qu'il viendrait a priori à Paris, je crois, en fin de semaine, mercredi, jeudi ou vendredi. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi Barack Obama n'était pas présent hier. Est-ce qu'on a une explication du côté de chez vous aux États-Unis, Grégory? Écoutez, l'explication, non, on l'a pas. On sait ce qu'il faisait. Il regardait le football à la télévision comme tous les bons Américains. Mais les commentaires de la presse ce matin, c'est qu'il a commis une erreur de jugement, une erreur politique. Au moins, il aurait pu envoyer son vice-président, si lui-même, pour des raisons peut-être de sécurité, ne voulait pas venir. Ou, comme vous le dites, John Kerry, qui était en Inde pour signer des contrats commerciaux et qui arrivera vendredi à Paris. Donc là, il y a une polémique qui s'est vraiment engagée aux États-Unis. Vous savez que la presse, quand même, est attachée à la liberté de l'expression et c'est la presse américaine qui avait été le plus touchée, je dirais, par ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo. Et là, les journalistes américains s'en prennent, je dirais pas à cœur joie du tout, mais vraiment là, tapent sur le président en disant c'est absolument pas pensable qu'il n'y ait pas eu une représentation américaine au plus haut niveau après les atroces événements de la semaine dernière à Paris. Est-ce que la Maison-Blanche a réagi à ces accusations, à ces critiques ou pas encore? Non, il n'y a pas de réaction. C'est clair que, vous savez, il y a un point de presse quotidien. Je suis certain que les journalistes vont poser la question et on peut déjà dire d'avance que la réponse sera sûrement que le président ne s'est pas déplacé pour des raisons de sécurité. Mais comme je le dis, disons, à la limite, Obama aurait pu juste aller dans la cour de l'Élysée où il aurait été totalement en sécurité, mais montrer sa solidarité de cette façon. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous cet après-midi encore pour décrypter ce début de séance et puis évoquer ces questions de géopolitique un petit peu plus large. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Service, avec nous. À très vite, Grégory. Il est 15h57. On va marquer une petite pause et puis BFM Business. Les experts du soir, Sébastien Poinon. 3 experts ce soir, Sophie Fay de l'Obs, Guillaume Gibaud, le slip français, et Alain Pitous de la maison Talence Gestion. Revenons donc sur ce mea culpa de la Maison Blanche. C'était tout à l'heure, en fin d'après-midi, vers 18-19h. Où était Barack Obama hier après-midi, pendant la marche historique? C'était la grande question sur toutes les lèvres, hier soir, encore ce matin et tout au long de la journée dans les médias américains. Écoutez là-dessus la réponse de Grégory Volokin et un début d'analyse aussi donc de la part du gérant de Mescart à New York. L'explication, non, on l'a pas. On sait ce qu'il faisait. Il regardait le football à la télévision comme tous les bons Américains. Mais les commentaires de la presse ce matin, c'est qu'il a commis une erreur de jugement, une erreur politique. Au moins, il aurait pu envoyer son vice-président, si lui-même, pour des raisons peut-être de sécurité, ne voulait pas venir. Ou, comme vous le dites, John Kerry, qui était en Inde pour signer des contrats commerciaux et qui arrivera vendredi à Paris. Donc là, il y a une polémique qui s'est vraiment engagée aux États-Unis. Vous savez que la presse, quand même, est attachée à la liberté de l'expression et c'est la presse américaine qui avait été le plus touchée, je dirais, par ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo. Et là, les journalistes américains s'en prennent, je dirais pas à cœur joie du tout, mais vraiment là, tapent sur le président en disant c'est absolument pas pensable qu'il n'y ait pas eu une représentation américaine au plus haut niveau après les atroces événements de la semaine dernière à Paris. Bon, c'est de la politique, hein, Sophie Fay, mais qu'en penser? Est-ce qu'il faut juger les Américains, leur absence, entre guillemets, même si l'ambassadrice, évidemment, était présente? C'était surtout dommage qu'il soit pas là, parce qu'on n'était pas dans les coulisses, mais on imagine que quand tous ces chefs d'État
sont sortis de la manifestation, ils se sont retrouvés après, il s'est peut-être passé des choses. Donc, où étaient les Américains au moment où il se passait des choses en coulisses? On peut espérer justement, on parlait tout à l'heure d'une réaction commune en économie, d'une réaction commune sur la scène internationale. On voit bien que d'abord il va falloir être très solidaire pour soutenir l'économie si ça vacille, parce que une partie des problèmes et de la radicalisation vient du